Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine, en plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Muy buenos días para todos, qué bueno verlos acá. Creo que todos tenemos emociones en este momento después de ver esta estupenda película Slalom, que fue selección oficial del Festival de Cannes. Y a mí me complace muchísimo saber que podemos tener la oportunidad, que se da muy pocas veces, de conversar justamente con la realizadora, con quien creó la historia, con quien la filmó y con quien hoy recibe los aplausos que ustedes acaban de dar. Por eso me complace invitar aquí en la Cinemateca de Bogotá a la francesa directora de la película, Charline Favier. Así que un aplauso para ella, por favor. Charline, bienvenida. Bienvenido. Yo no hablo francés, por supuesto, je ne parle pas, pero por favor. Y también le damos la bienvenida a Aura Escamilla Ospina, que es la subdirectora del IDRD, que también además es deportista, así que si se encuentra por acá, Aura, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Bueno, días. Me autorizaron que podía quitarme esto mientras hacíamos el conversatorio, conservando la distancia, por supuesto. Sé que algunos de ustedes van a tener preguntas y por supuesto tendremos la oportunidad de hacerlo después de este conversatorio que tenemos y que está además transmitiéndose vía streaming a través de Facebook y las cuentas del Festival de Cine Francés, de Cineplex, de la Cinemateca. Y quiero darle la bienvenida a Charline. Charline, creo que no tienes tu… Ya nos van a poner. Bueno, antes de conversar con Charline y mientras nos acondicionan su traducción, quiero preguntarle a Aura, a la doctora Escamilla, usted que ha sido deportista, ¿cómo sintió? Este es un deporte, por supuesto, que no es tan cercano para nosotros, pero el entorno sí, el de la presión, el del esfuerzo, el de ese atosigamiento de los entrenadores. ¿Cómo lo sintió usted? Además, siendo mujer también. Bueno, hay varias experiencias que se, digamos, despertaron o rememoraron sensaciones que uno como atleta vive en todo su proceso deportivo. En el anhelar algunos resultados deportivos y apostar y dar todo por ellos, por alcanzarlos. Y se encuentran en unas situaciones bastante complejas. La Liz, nuestra protagonista de la película, en la cual, digamos, creo que varios atletas enfrentamos en toda la carrera deportiva sensaciones de angustia, de toxicidad, de felicidad, en los cuales creo que son unos momentos claves, pero aparte, digamos, es necesario empezar a trabajar y hablar de la salud mental de nuestros atletas, no solamente como un tema de moda, ¿sí? Sino que esto hace parte realmente de la construcción de la carrera deportiva de los atletas. Bueno, ahora sí ya Charline nos escucha en su francés natal. Charline, bienvenida a Colombia. Es un placer saber que usted está en nuestro país acompañando la película. Ya la presentó en Cartagena, en el Fixi Interruptus, que ha estado a lo largo de este año presentando películas. Quiero saber qué reacciones generó la gente que ya la vio allá, qué comentarios le hicieron. Mais les réactions étaient super. Le public était nombreux parce que tout était complet et j'étais, surprise sans être surprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes à la fin du film qui sont venues me voir et qui étaient très émues et qui m'ont dit merci pour ce film. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu se produire un peu partout dans le monde finalement.
Usted también, al igual que la doctora Escamilla, y ha sido deportista. ¿Tiene algo de autobiografía esta historia que nos cuenta aquí de Liz López? Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai fait du ski de compétition. J'ai grandi à Val d'Isère, là où j'ai tourné le film. J'ai été moi-même une skieuse. Alors, j'ai pas été aussi bonne que Lise, mais j'ai quand même connu évidemment les entraînements, se lever à 5 heures du matin, partir en compétition, pousser son corps à bout, c'est des choses. Et puis les relations avec les entraîneurs qui sont souvent très dures, où il y a parfois de la manipulation psychologique. C'est-à-dire qu'ils sont très cassants, et puis d'un seul coup on va être la 7e merveille du monde, et puis d'un seul coup on va être complètement nul. Enfin voilà, et ça nous met dans un espèce d'état où on est un peu perdu, quoi. Et finalement on est un peu à la merci de ce que nous dit cet entraîneur, qui devient un peu un espèce de dieu vivant qui a tous les droits sur nous. Et donc ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai évidemment vécues. Y esa historia usted empieza a construirla en el año 2014, pero en el 2017 estalla el boom y el escándalo del Me Too y este movimiento que se volvió mundialmente famoso. ¿Ese Me Too sirvió como un impulso para que usted decidiera de manera mucho más concreta hacer esta película y contar esta historia? Oui, complètement, parce que quand j'ai commencé à écrire ce film en 2014, j'étais pas vraiment consciente déjà moi-même de ce que j'étais en train d'écrire, parce que ce film, ça a été un peu une thérapie quand même. Il y avait des ingrédients qui apparaissaient sur mon ordinateur, et puis petit à petit, il y avait cette histoire qui s'est construite. C'était pendant un atelier d'écriture, et c'est mes camarades qui, au bout d'un moment, m'ont dit, je me souviens quand j'ai écrit la scène de la voiture, qui m'ont dit, Charlène, t'es en train de faire un film qui parle d'abus sexuels. Et même moi, j'avais pas vraiment conscience de ça. J'étais dans le déni, en fait. J'étais dans le déni de ce que j'étais en train d'écrire et de ce qui m'était arrivé. J'ai continué à travailler dans ce sens-là grâce à mon producteur qui m'a énormément épaulée pour arriver à aller au bout de ce scénario. Et donc, on est allé chercher des financements. Et on a eu beaucoup de mal à financer ce film. Personne ne voulait financer ce film. En fait, je pense que ça intéressait les gens, mais ils avaient peur, en fait. Peur de voir ce film exister sur grand écran. Et finalement, en 2017, MeToo arrive. Et un an plus tard, on commence à avoir les premiers financements. C'est-à-dire que là, les gens ont commencé à se dire, en fait, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui mérite d'être porté à l'écran. Et donc, en effet, donc ça a vraiment permis au film de se faire. Et puis moi, ça m'a donné la force et le courage de continuer ce chemin. Je me suis dit, j'ai bien fait, quoi, de m'accrocher. Et en effet, il y a j'ai quelque chose à dire, quoi. Il faut que j'aille au bout. Y hoy se ven los resultados y esta película ha llegado a la selección oficial del Festival de Cannes. Aquí vemos estos casos de abuso y de acoso en un deporte que es extraño o lejano para nosotros, que es el slalom. Pero doctora Escamilla, el equipo olímpico de gimnasia ha denunciado a varios entrenadores por temas de abuso y de acoso. En Colombia se presentaron denuncias en los equipos de fútbol femenino también, que todavía están en trámite y en investigación. Esto es una denuncia, pero creo que el arte también contribuye en esos movimientos en los que estos casos o casos como estos se tienen que seguir denunciando y hay que levantar esa voz. Usted que ha sido deportista, ¿cómo lo siente? Bueno, yo creo que el primer ejercicio es ser conscientes de cuando se están cometiendo los abusos y cuando estamos siendo víctimas de abuso. Y yo creo que esto nos tomó tiempo a las mujeres alzar la voz. Y creo que tú lo has mencionado muy bien. El movimiento Me Too empieza a generar a nivel mundial una dinámica que permite abrir unos espacios para que las mujeres empecemos a empoderarnos y a tener voz frente a estas situaciones. No solamente desde un aspecto negativo, sino desde un aspecto positivo, en donde vemos ya que algunas empezaron a alzar la voz y otras empezaron a darse cuenta que tenemos voz y que tenemos las posibilidades de contar historias, de que en algún momento algún atleta o alguna mujer, cuando está siendo víctima de situaciones de abuso, no le ha pasado solamente a ella, ¿sí? Es una situación
que se ha globalizado, que está, digamos, vivo en todos los espacios en los que nosotras participamos y que no están solas. Y el hecho de empezar a abrir estos espacios, a contar estas historias, empezamos a ver de que, digamos, estas situaciones se han normalizado. ¿Sí? Y las mujeres nos han enseñado a que esas situaciones han sido normales y no lo son. No lo son, y como mujeres, y no solamente siendo mujeres, también los hombres de pronto en algunos espacios tienen estas situaciones de abuso. Es necesario que sean conscientes de que esto no es normal y de que es necesario aprender a pedir ayuda. Y creo que estos espacios nos permiten, de alguna manera, como me lo preguntabas anteriormente, a rememorar, a vivir experiencias, a saber de que en algún momento cuando se estuvo expuesto a estas situaciones, esas situaciones no eran normales. Y aprender de ello para generar políticas y acciones que nos permitan que nuestras jóvenes y niños, niñas, mujeres que toman parte en estos espacios deportivos empiecen a tener una voz y a identificar esas situaciones para que de manera en conjunto lo atendamos, como la situación que tú lo mencionas ha presentado el equipo de gimnasia de Estados Unidos y que hoy es un tema de moda, pero que empezó a posicionarse ya hace algunos años. Y es algo muy importante lo que usted dice, doctora Escamilla, que tampoco es un tema de género, no es un tema solo del acoso a la mujer, sino que se da también, recordemos el caso de Kevin Spacey y los alegatos de sus asistentes o actores que trabajaron con él, así que se da en todos los escenarios. Charlene, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención en la película y es la simbología del lobo, que está presente, oculto en el bosque, que no lo ve la protagonista, pero además de eso también está en el uniforme. ¿Podemos asociarlo con el lobo y Caperucita, con el acosador y quien se defiende? ¿Así lo quiso presentar usted? Oui, bien sûr, c'est des choses qui m'ont vraiment inspirée pour faire ce film parce que j'avais envie de faire un conte. Alors cette fois un conte, pas le conte qui raconte l'histoire du prince charmant, mais la vraie histoire, enfin la vraie histoire, une autre histoire qui peut aussi arriver. Et du coup, j'ai eu envie de mettre le symbole du loup aussi parce que j'aime beaucoup la nature et les animaux et que je trouve qu'il y a une certaine communication entre nous et la nature qui peut à certains moments nous faire prendre conscience de certaines choses. D'ailleurs, Lise, elle regarde la montagne très souvent et elle cherche des réponses dans cette nature. Il y a quelque chose de très puissant autour d'elle. Et en effet, ce loup, au début, elle le voit comme un animal qui est plutôt... elle est curieuse, c'est un jeu, elle cherche le loup. Et puis plus tard dans le film, elle va voir le loup pour de vrai, et cette fois, elle va voir le prédateur. Et elle voit exactement ce qui se passe avec Fred. C'est-à-dire que Fred, au départ, elle le voit comme quelqu'un un peu comme son grand frère. Ensuite, elle est un peu attirée par lui. Comme on peut être attiré d'ailleurs par un animal, le loup, qui est un animal qui est magnifique, qui est beau, qui symbolise la puissance. Et puis à un certain moment, on peut se rendre compte qu'en fait, ça peut être très dangereux. Hay que decirle a la gente que nos está viendo vía streaming que esta película, Slalom, está dentro del Festival de Cine Francés, pero va a tener distribución también después comercial en las salas de nuestro país gracias a Cineplex, así que no se preocupen porque van a poder verla y van a saber de qué estamos hablando y esto sirve para antojarlos. A propósito de Liz, hablemos de la protagonista, hablemos de esa chica tan talentosa, con tanta fuerza, que ya había trabajado con usted anteriormente en un cortometraje y que hasta le dijo mentiras a usted para ganarse el papel principal acá porque ella no esquiaba, o por lo menos no en el momento en que se hizo la película. ¿Cómo es eso? Oui, alors c'est vrai que Noé, je l'ai rencontré sur ce court-métrage qui était un peu comme une répétition pour le long-métrage parce que j'avais très peur, moi aussi, de mal raconter cette histoire, de mal positionner ma caméra parce que c'est une grande responsabilité de faire un film sur ces sujets-là. Donc ce court-métrage, il m'a aidé à trouver ma place et à être certaine de raconter cette histoire de la bonne manière. Et à la fin du tournage du court-métrage, ça s'était tellement bien passé que je dis à Noé, est-ce que tu as envie de me rejoindre sur le long-métrage? C'est un peu la même histoire, ça se passe au ski. Ça se passait pas du tout au ski, le court-métrage, ça se passait au bord de l'océan. Et elle me dit oui, et je lui dis est-ce que tu as déjà skié? Elle me dit mais oui, j'allais skier quand j'étais petite. Donc je me dis c'est super, c'est une synchronicité. Je vais voir mon producteur, je lui dis c'est génial, c'est un signe. Moi j'adore les signes. Je dis c'est un signe de la vie. Et en fait 3 mois avant le tournage de Slalom, on a les financements un peu à la dernière minute. Et je dis à Noé, c'est le moment, si tu veux, on monte à la montagne, on va skier, comme ça on va parler du personnage, en skiant, ça va être sympa et tout. Et elle me dit, je t'ai menti, j'ai jamais skié de ma vie.
Donc c'était vraiment... Donc elle est doublée pour les scènes de ski. Par contre, il y avait quand même un enjeu très fort qui était de la rendre crédible. Parce que faire jouer une skieuse à quelqu'un qui n'a jamais mis de chaussures de ski au pied, qui n'a jamais porté des skis, qui n'a jamais vécu à la montagne, c'est quand même quelque chose. Donc elle est partie 2 mois à la montagne et elle a eu un entraînement physique un peu comme une sportive de haut niveau pour qu'elle rentre mentalement dans cet état qui est très dur quand même, où on pousse son corps. Donc elle faisait de la piscine, elle faisait de la proprioception, elle allait courir dans la neige, et ça se voit dans le film. Elle a une carrure, elle est assez musclée, elle a une carrure de sportive qu'elle a réussi à acquérir en quelques mois avant le tournage. Y sin duda que se ha conseguido, yo creo que todos lo vimos, esa sincronía de tanto el doble de las escenas de deporte como ella en su actuación. Hay algo esta es una película que se desarrolla en un marco deportivo, sin duda, pero no es el interés del director contarnos la hazaña deportiva ni mostrarnos el mejor ángulo del logro deportivo, pero sí era muy importante acompañar a la protagonista en ese momento tan íntimo y tan difícil que es su competencia en el slalom. ¿Qué tan difícil fue planear esos movimientos de cámara? ¿Qué tan difícil era planear justamente esas escenas en un movimiento tan rápido, además, y tan sincrónico? Hay unas escenas larguísimas, casi en un plano secuencia de acompañamiento. ¿Cómo fue esa planeación? Alors déjà, vous avez raison, c'est-à-dire que tout le film est tourné du point de vue de Lise, mais du point de vue sensoriel, émotionnel de Lise. Et c'est vrai que du coup, le groupe de ski, le club de sport, il est là, mais il est en background. C'est pas ce qu'on a en premier plan. Parce que c'était très important pour moi de raconter ce film de manière très émotionnelle, pour qu'on ressente ce que Lise ressent, pour qu'on puisse ensuite en parler tous ensemble. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de parler d'un ressenti. Quand on parle d'un ressenti, je ne peux pas vous dire ce que tu as ressenti est faux, vu que c'est vous qui l'avez ressenti. Donc je me suis dit, c'est la meilleure façon d'aborder ce sujet. Si je l'aborde d'une manière théorique, on va me dire non, tu as tort pour telle et telle raison. Alors que là, chacun peut se regarder, sentir ce qu'il a ressenti, et on peut ensuite partager des émotions et des théories et des idées pour aborder ce sujet. Et donc les scènes de ski, elles ont été tournées exactement de la même manière, c'est-à-dire du point de vue émotionnel, sensoriel. Donc en fait, la caméra, elle suit Lise très 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 près. C'est-à-dire que je cherchais pas à avoir des images très propres, je cherchais des images qui bougent, des images qui vivent, des images comme si on était vraiment avec elle. Et il y a aussi sa respiration, son cœur qui bat. On est vraiment dans son corps pour que le public puisse ressentir la glisse, la descente. Et finalement, c'était très simple à tourner. C'était juste un très bon skieur, qui était aussi un bon caméraman, qui suit la skieuse en portant la caméra, tout simplement. Increíble. Doctora Escamilla, usted, como decíamos al inicio, es deportista, ahora está a cargo de una entidad que promueve el deporte en nuestro país, es mujer además y espero que es cinefanática también. Y ahora que acaba de ver la película, quiero que le comparta a la directora qué impresión le dejó, qué quisiera compartir a ella. Bueno, realmente creo que, como lo dije al principio, recoges las emociones que uno como atleta vive muchísimo en su carrera deportiva. O sea, es impresionante porque incluso la actriz representa también muy bien el papel del atleta, que incluso se ve en la forma cuando toma sus alimentos, inclusive así comemos los atletas. Sí, porque a veces ni siquiera estamos pensando en disfrutar la comida, sino en que tengo que incluirle combustible a mi cuerpo para poder funcionar, porque es que tengo que consumir 5.000 calorías en el día, porque eso me va a permitir soportar la carga de entrenamiento. Y eso es uno de los ejemplos que logra recoger la película. Y esas sensaciones, cómo se logra transmitir, cómo se logra conectar, el hecho inclusive al final de la película, la liberación de Liz a través de esa última carrera, ¿no? En donde vuelve y se reencuentra con ella misma, vuelve y encuentra la felicidad en la carrera hasta que llega a su entrenador y le interrumpe ese momento que ella está viviendo en ese momento. Entonces, creo que recoge de una manera muy importante y muy significativa las emociones que como atletas vivimos en esos espacios.
el hecho de tener que esforzarse, de siempre tener una cara dura en el momento en que su entrenador comete el abuso, que ella entra al baño. Sin spoilers, porque hay gente que no ha visto la película. Ok, que digamos entra y se pone una máscara, ¿sí? Tiene que ponerse una máscara para salir a enfrentar nuevamente el mundo, ¿sí? Entonces creo que todas esas sensaciones se recogen muy bien de lo que es la vida diaria de un atleta, de que siempre toca estar con una cara dura, con una cara de siempre va a poder, siempre lo va a lograr y esconder un poco en realidad el ser humano que se es. Hay fidelidad, usted sintió fidelidad y realidad en la película. Charlene, ¿qué opina de eso? Non, déjà, c'est très émouvant, ça me donne presque des frissons de t'entendre dire ça. Et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment universel. C'est propre, ce n'est pas propre à un pays, c'est propre, c'est exactement ça, ce masque. Moi, je mettais ce masque où on essaye de ne pas montrer ses émotions, on essaye de canaliser, de tout contenir à l'intérieur de soi pour être performant. On ne sait même plus d'ailleurs pourquoi on doit être performant. On en oublie complètement le désir premier qu'on avait de pourquoi est-ce qu'on avait choisi de faire ce sport. Il y a vraiment cet oubli de soi-même, quoi, aussi, finalement. Mais c'est une envie aussi de bien faire. Enfin, voilà, tout ça se mélange. Donc, je suis très, très heureuse et ça me fait beaucoup de bien d'entendre que voilà, le film peut être compris partout dans le monde. Fantástico. A la gente que llega a la transmisión en streaming, en las redes sociales, el Facebook y demás, estamos haciendo este conversatorio en nuestro templo del cine capitalino, que es la Cinemateca de Bogotá, con Charlene Favier, la directora de Slalom, y también con Aura Escamilla del Instituto de Recreación y Deporte. Charlene, muchos directores en el mundo con mucha experiencia, con muchas décadas de trabajo, no han podido llegar a Cannes, así sea su sueño, pero usted con su primer largometraje llegó a la selección oficial del festival de cine más importante del mundo. ¿Qué significó para su carrera y la exhibición allá? ¿Cómo fue esa experiencia en este festival que se retomaba además después de la pandemia? Mais pour moi, c'est sûr que ça a été un bonheur absolu. En plus, c'est arrivé 10 ans après mes premiers pas dans le cinéma que j'ai fait de manière autodidacte. J'ai monté ma société de production, j'avais 25 ans, c'était en 2010, et j'apprends la sélection à Cannes en 2020, donc il y avait quelque chose de très très fort aussi, la boucle était bouclée. Donc voilà, c'était un bonheur absolu, même si on n'a pas eu de vrai Cannes en 2020 à cause de la pandémie. Mais il y a eu plein de petites reprises de Cannes en France, et puis après le film a pu circuler en festival. Et non, ça m'a porté, parce que je me souviens, une fois que j'ai eu terminé le film, j'étais un peu prostrée en fait. J'avais très 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 peur des retours du public, des retours des critiques. J'avais peur en fait, encore une fois, de ne pas être comprise, et je pense que c'est aussi le syndrome qu'ont toutes les victimes, c'est-à-dire que même si on a eu le courage d'écrire un témoignage et tout ça, ensuite on a peur qu'encore ça ne soit pas entendu, compris et tout ça, donc ça a été assez l'attente et a été très dur, et cette sélection, ça a été un soulagement, quoi. Surtout, ça a été vraiment un soulagement. A propósito de esa retroalimentación del público que es tan importante, en un instante vamos a tener también la participación de las personas que están acá en el auditorio también con sus comentarios y con sus preguntas, así que ya vamos a compartirles también a ustedes el micrófono. Charlene, usted estuvo ya en Cartagena, presentó la película, y me llamó mucho la atención algo que usted le dijo a alguna de las personas que hablaron con usted, y es que no hay que estudiar cine para hacer película, y esa es una inquietud que le genera a muchos, que incluso entra usted a ser parte del equipo de Tarantino, que él dijo: yo no estudié cine, pero vi películas, y vi muchas, y vi a los mejores, y aprendí de ellos. ¿No hay necesidad de estudiar cine para contar historias como lo ha hecho usted? C'est vrai que moi, j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études de cinéma, je n'ai pas fait d'études tout court, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris en faisant, j'ai fait des erreurs, évidemment, je me suis remise en question, j'ai recommencé. Alors ça, je pense que c'est le sport qui m'a permis
finalement d'arriver là où je suis, parce qu'on apprend à tomber, à se relever, on apprend quand même des valeurs. C'est-à-dire que le sport n'est pas négatif. D'ailleurs, je continue à faire beaucoup de sport. C'est quelque chose, je pense que ça a été très important finalement, le sport, et pour arriver à tenir le coup, en fait, à se mettre des objectifs. Et c'est vrai que je trouve que dans les écoles de cinéma, souvent on formate un peu les jeunes, les étudiants, et moi je suis un peu anti-formatage, parce que je trouve que le plus important, c'est de trouver ce qu'on a à l'intérieur de soi et d'arriver à l'extérioriser et à rendre ce message universel. Et ça, on peut pas vraiment nous l'apprendre, quoi. Ça, il faut arriver à se regarder à l'intérieur, il faut faire des essais, c'est comme un peintre, quoi. On essaye de poser des couleurs sur la toile, ça ressemble pas à grand chose, et puis on recommence, et puis on se demande pourquoi est-ce qu'on a mis du rouge et pas du bleu, et puis petit à petit on comprend un peu les choses. Alors après, j'ai quand même lu énormément de livres, j'ai regardé des films, enfin je me suis fait ma propre école. Mais après, voilà, chacun son chemin aussi, son parcours. Claro que sí, cada quien sabe cómo va caminando su historia. Esta historia de acoso, Charlene, la cuenta una mujer casi también porque conoció de cerca estos episodios. ¿Los directores hombres aún están temerosos de contar estas historias en el cine? ¿Son ustedes más valientes a la hora de llevar estas historias a la pantalla? Non, je pense pas que c'est une histoire d'homme ou de femme, mais en tout cas, il y a toujours, je pense, pour faire un film comme ça, une nécessité. Et donc cette nécessité-là, elle vient de ma voix qui est femme et victime, même si j'aime pas ce mot, mais ça aurait pu être aussi un homme, je pense, qui aurait pu faire ce film. Après, là, c'est vrai que c'est un film un peu particulier, parce que justement, c'est un film qui est raconté de l'intérieur des sensations d'une jeune adolescente. Donc je pense que sans l'avoir vécu, c'est quand même compliqué d'arriver à être très juste dans l'émotion qu'elle peut avoir tout au long de ce parcours sportif et intime. Y será muy importante cuando la gente vea justamente que ese concepto de víctima no existe de manera textual en la película. No es ella, la niña frágil, Caperucita Roja, acosada por el lobo, sino que sean otras circunstancias y justamente se abre la interpretación en la historia. Oui, ça c'était très important pour moi, de ne pas être dans un récit manichéen. C'est-à-dire il n'y a pas juste un méchant et une victime. C'est-à-dire que Fred, c'est pas un serial abuseur malade mental. Au début du film, c'est un mec qui est plutôt bien. Il a ses frustrations, bien sûr, on le sent qu'il a quelque chose qu'il n'a pas réussi à accomplir. Et d'ailleurs, il va faire ce transfert dans le moment d'euphorie où il gagne les championnats de France. D'un seul coup, il perd un peu les pédales et il dérape. Mais à la base, je pense pas que ça soit de quelqu'un de frontalement mauvais. Et ça, c'est très important. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut former les entraîneurs. Il faut leur rappeler les limites. Il faut leur donner des codes, des signaux. C'est-à-dire qu'ils puissent, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'ils puissent repérer. Et ça, on leur apprend pas du tout. C'est quelque chose qui a été complètement... on a oublié d'apprendre ça aux entraîneurs. Moi-même, je suis prof de sport. J'ai fait ces formations-là. Jamais on m'a mis en garde. Jamais on nous a appris ça dans les formations. Donc, je pense que c'est primordial. Et de l'autre côté, on a Lise qui a 15 ans. Et Lise, à 15 ans, elle tombe amoureuse de son entraîneur. Mais c'est une évidence. Toutes les gamines de 15 ans qui sont sans arrêt avec un coach comme ça, qui représente tout pour elles, qui d'un seul coup leur donne de l'attention, les pousse à être meilleures, leur donne un objectif de vie alors qu'elles n'en avaient pas forcément, parce qu'à cet âge-là, à 15 ans, à l'adolescence, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Elles tombent amoureuses. Et c'est là où c'est très important de rappeler qu'en fait, l'adulte n'a pas le droit d'abuser d'une enfant ou d'un enfant. Ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est la loi. Et encore plus quand il y a une position de pouvoir, c'est-à-dire que quand il peut y avoir un abus de pouvoir, parce que ça arrivera tout le temps, des petites filles de 15 ans ou même des petits garçons de 15 ans qui d'un seul coup adoubent, deviennent complètement fascinés par leur professeur, leur entraîneur, ça arrivera toujours. Donc c'est vraiment à l'adulte aussi de mettre les limites. Et c'est là où la formation est primordiale. Et c'est là où aussi Slalom, le film, a un peu dépassé le cadre du cinéma pour devenir un outil pédagogique. En France,
le ministère des Sports s'est emparé du film. Et là, ils vont attaquer toute une série de projections dans tous les CREPS, c'est-à-dire les CREPS, c'est des entités sportives où justement il y a des entraînements, où on apprend aussi, c'est des centres de formation aussi. Donc le film va être utilisé comme un outil pédagogique. Je sais que la Suède aussi va montrer le film dans toutes les écoles. Ça devient un programme national là-bas pour voilà, sensibiliser et les professeurs et les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut sensibiliser aussi les adultes. Pero hay algunos países que prefieren hacer la vista a otro lado y no han querido comprar la película. Oui, alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas voulu acheter le film, mais oui, il y a certains pays, et c'est marrant, c'est l'Espagne, je crois, peut-être que ça va arriver, mais l'Espagne, l'Italie, par exemple, n'ont pas encore acheté le film, alors que le film a été acheté dans plus de 20 pays. Donc on sent comme ça, je pense, des réticences encore, alors que j'étais assez étonnée, surtout l'Italie, parce que c'est un pays de ski aussi. Moi, je pensais que ça allait être un des premiers pays à acheter le film. Bon, le film a été très très bien vendu dans une vingtaine de pays, donc on est très content. Mais je me dis, dans les sociétés un peu très patriarcales, où il y a un peu pas mal de tabous, où la masculinité est très forte, ça a quand même du mal encore à passer, quoi. Sin duda. Y la buena noticia es que uno de esos 20 países que ya compró la película pues es Colombia y la vamos a tener a partir del 14 de octubre en nuestras salas para que la gente se programe, vaya y la vea y genere también estos foros de discusión que me parece lo más importante. Vamos a abrir en un par de minutos ya el conversatorio también para el auditorio que está acá. Por último, ahora usted hablaba también, no quería hablar de géneros, pero para las mujeres en Francia, ¿cómo está la situación del cine? Su posibilidad de la equidad en términos de producción, en términos de salario. Aquí en Colombia es un proceso que se está abriendo y tenemos directoras importantes como Laura Mora, tenemos a Cristina Gallego, que está trabajando muchísimo en la producción, Diana Bustamante, que va a presentar Memoria ya esta semana en nuestro país, la película que fue premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes. Pero en Francia, la lucha, el trabajo de ustedes, ¿cómo está? Non, on a déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en France, on a beaucoup de chance, hein, quand même. On est dans un système où le cinéma est énormément aidé, où on est très chanceux. Et depuis quand même une dizaine d'années, on ouvre petit à petit les portes aux femmes réalisatrices. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes réalisatrices. On le voit aujourd'hui, la Palme d'Or, c'est une femme française, une réalisatrice française, et le Lion d'Or aussi. Donc, et je repense à cette phrase qu'a dit Jeanne Campion, qui était aussi à Venise, et qui a dit « Le mur de Berlin est en train de tomber. Ça y est, enfin, les femmes, on commence à se dire, on peut dire, les femmes peuvent faire des chefs-d'œuvre, des films qui ont des grands prix internationaux. » Il y avait quand même quelque chose qui résistait encore. On voit aussi que les jurys étaient majoritairement masculins. Aujourd'hui, les jurys sont plus... Il y a une équité dans les jurys, c'est important, mine de rien. C'est pas pour ça que les femmes ont des prix, mais c'est quand même important. Il faut qu'il y ait des regards féminins, critiques, qui puissent aussi juger les films. Sinon, on peut avoir le sentiment de ne jamais être compris. Donc, je crois que les choses sont vraiment en train de changer et c'est très, très positif. Ensuite, je crois que la suite du combat, c'est l'égalité salariale, qui est encore loin d'être acquise. Et puis, évidemment, nous, les femmes réalisatrices, on se parle beaucoup, on est assez soudées en France et on se rend compte qu'on a aussi beaucoup moins d'argent pour faire nos films. Et finalement, quand même, c'est quand même une histoire d'argent. C'est-à-dire qu'avec moins d'argent, on fait des moins bons films. Alors, on se débrouille pour faire des films coûte que coûte. On y arrive parce que je pense qu'on a une nécessité très forte, une envie, et on est un peu prête à tout pour y arriver. Mais voilà, donc ça va être les prochains sujets. Je pense que c'est l'équité salariale et les questions de budget. Bueno, esperemos que eso mejore y a propósito de la ganadora de Cannes, Anet, también va a llegar a nuestro país, así que esa es también otra muy buena noticia. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctora Escamilla, por su presencia en este foro y por supuesto a Charlene Favier, la directora de Al Límite Slalom. Sé que se nos quedan muchas preguntas y están levantando la mano, pero ya teníamos un tiempo estimado para este conversatorio aquí en la Cinemateca de Bogotá, quien hay que agradecerle, por supuesto, al Festival de Cine Francés, a Cineplex, a CREA, a la Alcaldía de Bogotá y a todos los organismos que están pendientes de este evento. Tenemos una invasión de cine francés por estos días, el Festival de Cine Francés.
pero además de eso ya lo saben, esta película Al Límite Slalom estará a partir del 14 de octubre y si como si fuera poco, el 28 va a llegar Annette con Marion Cotillard y con Adam Driver, otra de las películas destacadas en Cannes. Así que un aplauso, Charlene, felicitaciones y gracias por estar acá. Merci. Es lo único que yo sé de francés, je ne parle pas. Gracias a todos por su asistencia acá y si les gustó Slalom, recomiéndala. Y si no, pues también, porque hay que generar estos foros de discusión. Muchas gracias a todos. Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine là. Bon alors comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde là? T'as parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle?